Nous vivons une très belle saison au coaching. Pas mal de choses ont changé depuis l'été dernier et des coachs se sont installés avec de très bons résultats. Il y a eu très peu de coachs virés aussi, c'est important de le dire. J'ai même très peu de souvenirs. Qui a été viré cette saison? Tyrone Lue. C'était cette saison, ça? Ah ouais. Oui, c'est vrai. Oh la vache! D'accord. Oh la vache! Wake up, Thomas Dufort. Ah, mais je te jure, Tyrone Lue, j'ai très peu d'exemples qui me viennent en tête. Dites-moi dans les commentaires qui s'est fait virer cette saison. Ils sont très peu. Bref, on va parler du meilleur coach de fin d'année. Thibodeau. Coach Thibodeau. En fait, ils étaient au moins 2. Fred Hoiberg, ils étaient au moins 3, du coup. Ouais, je les avais pas notés. Donc, chers amis. Jure-le. Billy Donovan, le gars, invente des trucs. Bref, qui est le meilleur coach qui sera élu meilleur coach en fin de saison? Erwan, j'imagine qu'on va commencer dans le Wisconsin. Ouais, exactement. On va aller direction Milwaukee. C'est pas la ville la plus sexy. Par contre, c'est non plus pas le coach le plus sexy. Par contre, c'est le coach qui a vraiment eu une empreinte très rapide sur cette franchise, arrivé d'Atlanta, où il avait fait du bon boulot. Très bon boulot. Il est arrivé un petit peu en fin de cycle. Les Bucks l'ont voulu, Mike Budenholzer. Ils ont tout fait pour l'avoir. Ils étaient en concurrence avec notamment les Raptors. Et ils ont réussi vraiment à trouver... Excellent Thierry Henry. Hein. Ouais, Thierry Henry, ça régale. Hein. Ils ont vraiment trouvé le coach, j'ai l'impression, idoine pour leur franchise et surtout pour leur franchise player. Ouais, tout à fait, on voit son bilan, 45 victoires, 14 défaites, ils sont premiers à l'Est, ils sont surtout meilleurs bilan de NBA, j'aime bien le rappeler d'ailleurs, demain quand on parlera de la course MVP, ce sera un super argument pour Giannis Antetokounmpo, mais c'est vrai que c'est un coach cérébral, j'allais dire offensif, je suis dur parce que Atlanta a toujours défendu et tout, et que les Bucks aussi défendent cette saison, mais c'est un coach qui a des idées en attaque, et nous, on adore ce type de coach qui... avec les forces en présence, arrive à monter de réels systèmes offensifs. Du côté d'Atlanta, bon, bah, il y avait Joey Johnson, il y avait des Kyle Korver, des profils comme ça. Il a réussi à les mettre en place à leur Ford. Il n'a pas eu Joey Johnson. Hein. C'est sûr qu'il n'y a pas eu Joey Johnson, mais en tout cas, il a eu ce type de joueur-là pour dire qu'il a réussi avec des bons joueurs, sans superstars, à mettre des collectifs qui gagnent. Et là, avec Giannis, il a fait un changement drastique, on l'a beaucoup dit cette saison, mais c'est important, en amenant Brook Lopez dans le sac majeur qui venait des Lakers, qui sortait d'une saison un peu cata, j'ai envie de te dire. Ouais, quand il est parti, les Lakers ont applaudi. Il a réussi à mettre Giannis dans son meilleur rôle, qui peut-être lui-même ne le savait pas encore, parce qu'on se pose la question, meneur, poste 3, machin. Il est poste 4, il est poste 4 pivot, c'est-à-dire qu'il est dans la raquette, et qu'on lui laisse le champ libre pour ça, et ça marche du tonnerre. Le moins qu'on peut dire, c'est qu'il a réfléchi clairement. Il n'est pas arrivé avec son système de jeu à lui. Il est arrivé avec, parce que c'est pas du tout le même basket proposé par les Hawks. Autant quand il arrive des Hawks après 17 ans assistant de Popovich, on le rappelle, il arrive avec des fondamentaux des Spurs, le jeu Spurs, le passing game du mouvement. Quand il récupère les Bucks, il n'est pas là-dedans. Il a une méga star sur laquelle il faut complètement s'adapter. Et c'est ce qu'il a fait. Donc je pense qu'il a repensé un petit peu ses philosophies pour s'adapter à Giannis Antetokounmpo. Et c'est exactement ce qui se passe. Et ça marche. Il libère complètement la raquette et des couloirs de 1 contre 1 pour Antetokounmpo. Et autour, tu as des mecs intelligents. Je pense notamment à Michael Brogdon, à des Chris Middleton, Eric Bledsoe, qui sont plutôt des joueurs. Bon, Bledsoe, c'est plus un slasher. Mais je pense intelligent. Oui, d'accord, mais il y a des mecs qui amènent de la stabilité émotionnelle. Et Brogdon et Middleton en font partie. Et derrière, il a mis des mecs qui mettent des filoches, quoi. Qui filochent, et ça marche. C'est ce qu'on dit toujours pour les équipes de LeBron. Si tu as LeBron, par exemple, dans ton équipe, installe-le avec des shooters, parce qu'en général, il va réussir à trouver des bons tirs par son simple fait d'être sur le terrain. Giannis a cette qualité-là aussi, c'est-à-dire qu'il a un pouvoir d'attraction tellement important dans la raquette qu'autour, il faut avoir 4 mecs capables de dégainer. C'est pour ça qu'il y a du Ilyasova, c'est pour ça que Brook Lopez a été récupéré. Donc, Mirotic, qu'ils ont fait. Mirotic vient exactement dans ce profil-là pour mettre de la filoche à 3 points. Stephen Brun a été invité à signer de ce cas-là, et je pense qu'il aurait pu faire du bien dans cet effectif-là. Donc, Mike Budenholzer qui arrive alors que les Bucks avaient beaucoup de potentiel, mais arrivaient dans une impasse, c'est-à-dire que pas grand-chose en attaque, en play-off, on arrivait à arrêter Giannis. Et bien cette saison, on sent un énorme boost. Et pour nous, franchement, c'est le meilleur coach de l'année, même d'ores et déjà. Bah, il avait fait le coup avec Atlanta. Il avait fait déjà le coup. Première année à Atlanta, il est coach de l'année. Première année à Milwaukee. Sans Joey Johnson, hein, ouais. Et première année à Milwaukee, il est pour l'instant le grand favori pour être coach de l'année par le bilan, par la manière et par le fait de... Moi, je te dis, c'est un mec qui s'est réinventé lui aussi. Franchement, les Bucks l'ont voulu. Et lui, je pense qu'il a voulu aller chez les Bucks, il a voulu travailler avec Giannis. Et c'est plus que, alors, il y a bien sûr les résultats, il y a ce qui se passe sur le terrain, mais moi j'aime bien aussi la démarche de la franchise et la démarche de Budenholzer, de dire je veux bosser avec ce mec-là. Il aurait pu bosser avec Kawhi aux Raptors, il a préféré bosser avec Giannis Antetokounmpo chez les Bucks, et ça marche. Et en ça, bravo Mikey.
Tout à fait, bravo Mikey. On enchaîne sur le deuxième coach. Il y a pas mal de trucs qui sont souvent dans la conférence Est, on va pas se mentir. On voulait parler de Nick Nurse. Alors Nick Nurse, c'est complètement différent puisqu'il arrive derrière le meilleur coach de l'année, premier de la conférence Est. Alors on pourrait se dire, ils sont deuxième, c'est moins bien. Mais il fait une saison incroyable et surtout, il a apporté des évolutions dans le jeu qui sont très importantes et qui seront importantes pour les playoffs. Je suis pas sûr qu'il y a un an, il était prêt à devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et tu sais que moi, ce que j'aime bien chez les coachs, et tout à l'heure on parlait de Thierry Henry, et moi j'aime bien ce que les coachs dégagent. Et Thierry Henry, au foot, je fais juste une parenthèse, ne dégageait rien d'un entraîneur serein. Alors que tu kiffes le gars de Rennes, par exemple. Hein, et alors que le mec de Rennes, le fils Stéphane, je trouve que, alors qu'on le connaît pas, il dégage déjà quelque chose un truc d'entraîneur. Et Nick Nurse, il dégage aussi un truc cool d'entraîneur, je trouve. Et j'aime bien son énergie, j'aime bien ce qu'il a, et son équipe joue bien. Alors certes, il récupère évidemment, ça aide. Il récupère un super produit, mais faut pas croire que parce que tu récupères une super équipe, ça veut dire que tu vas super bien jouer avec eux. Tu peux aussi tout casser, tout perdre et ne pas avoir le discours qui va avec. Et je trouve que son discours avec les arbitres, comme il parle à ses joueurs, j'ai l'impression que les joueurs l'écoutent et le respectent déjà. Et en ça, voilà, j'aime bien ce qu'il fait Nick Nurse. Il est effectivement en dessous de Mike Budenholzer, mais je trouve que ce que fait Nick Nurse, c'est du bon boulot. Il a réussi pour moi, c'est un futur bon coach de NBA. Bah, il est déjà même futur. Ouais. Il est déjà bon coach de NBA. Alors on verra si Kawhi se barre cet été. On en reparlera. On verra ce qu'il va faire en playoff. 2-3 ans des coachs. Ouais, enfin bon, s'il va enfiler NBA déjà, ce sera la meilleure perf de l'histoire de la franchise. Et tu vois, en termes de statement, Erwan, eh bien, il se placera très très haut. Et c'est vrai que dans l'évolution du jeu, alors ils ont gardé leur qualité, c'est-à-dire défensivement ils sont très bons. Ils ont gardé un banc très important et très influent quand ils sont sur le parquet. Mais l'arrivée de Kawhi Leonard a évidemment changé un peu les cartes. Kyle Lowry a un peu changé son rôle. Il est très fort dans la passe et dans la gestion du jeu, j'ai envie de te dire. Mais du coup, ça, et aussi le small ball, puisque même si Valanciunas s'est un peu blessé, il a décidé de jouer Ibaka à Siakam. L'avènement de Siakam, qui est un MIP en puissance, on le doit aussi à Nick l'Infirmière. Clairement, la relance d'Ibaka, qui s'était relancée à Toronto plutôt pas mal, mais là, qui fait une saison hyper solide, qui fait l'une des meilleures. Ouais, qui fait l'une des meilleures, voire sa meilleure saison en carrière. C'est aussi l'idée de Nick Nurse. Tu vois, là, il fait un choix fort. On disait souvent, Siakam, Ibaka, Marc Gasol qui vient d'arriver, qui va être sur le banc? Moi, je disais... pour l'instant, Gasol est sur le banc. Oui, pour l'instant, c'est Gasol qui est sur le banc. Et puis, il n'a pas l'air de s'en plaindre. Cette équipe, bon, hier, ils n'ont pas été très bons. Non, hier, ils n'ont pas été bons du tout. Face au Magic. Mais non, voilà, j'aime bien le boulot que fait Nick Nurse. Maintenant, le grand rendez-vous, on sait que ça se passe mi-avril. Hein. Tout à fait. On enchaîne avec un homme de la conférence Ouest qui sera sur le podium. Il n'y a rien à dire. C'est évidemment Mike Malone, qui, avec ses Denver Nuggets qui n'ont pas fait les playoffs, on rappelle ces 2-3 dernières saisons, raté de très peu. Mike Malone fait un boulot d'enfer et il a complètement conjuré le sort défensif de cette équipe-là. Ben, moi, j'aime bien voir l'évolution. On se souvient que ce mec-là, on l'a découvert avec les Kings. Il avait commencé à faire quelque chose, un embryon de choses plutôt positives. Il s'était fait virer par le propriétaire complètement fou des Kings. Il avait plutôt bien rebondi après à Denver et il bosse bien. Mike Malone, c'est un mec, contrairement à Budenholzer qui arrive dès cette année et qui met en place un super système autour d'Antetokounmpo. Mike Malone, ça fait 3 ans qu'il bosse bien et il n'est pas toujours récompensé. Ça se joue à pas grand-chose parce que la conférence Ouest c'est vraiment la jungle. Et là, cette année, il n'y a pas photo. C'est une équipe qui va redécouvrir les playoffs. Ça sera la première fois pour Mike Malone et ses jeunes joueurs aussi avec Jamal Murray, Gary Harris et Nikola Jokic. Et c'est un mec qui bosse bien et qui a compris ses erreurs passées. C'est-à-dire, c'était bien en attaque, on défendait vraiment pas. Ta star, c'est Jokic, c'est pas le plus grand des défenseurs, mais il va falloir défendre, il va falloir un système défensif. Et comme par hasard, ils ont mis un système défensif, et c'est pas un bond en avant qu'ils ont fait, ils en ont fait 3. Et on se disait que cette année, il avait une épée de Damoclès, que si Denver n'allait pas en playoff, c'était certainement sa dernière cartouche pour Mike Malone. Eh ben, bravo à lui. Il lui avait mis un peu la pression. C'est vrai, normal, mais la franchise lui avait mis un peu la pression. Déjà, ils l'ont gardé l'année dernière quand Et ça aussi, c'est intelligent de la part des Nuggets. L'année dernière, déjà, ils vont pas en playoff et je pense qu'ils l'ont un peu mauvaise. Parce que dans l'évolution, c'était un petit. Mais bon, ils avaient gagné 46 matchs. Oui. Donc, tu l'as mauvaise, mais tu gagnes 46 matchs. Quoi. Donc, bon, mais dans la frustration, tu sais, avec les propriétaires fous en NBA, dans la frustration, avec les GM et tout, tu peux dire, on change. Et ils l'ont gardé. Il a continué à bosser, il s'est ajusté défensivement. Aujourd'hui, ils sont 2e à l'Ouest et ça va être sympa. Maintenant, il va falloir qu'ils apprennent les playoffs. Moi, tu sais ce que je pense de ce profil-là, c'est les profils typiques pour se faire sortir au premier tour des playoffs. Oui, c'est sûr. Pas mal sur Mike Malone, il sera un concurrent. On pense qu'ils vont se tirer la bourre. Hein. On est d'accord, Mike Budenholzer et Mike Malone, les deux Mike. Ouais, je pense que moi, c'est les deux qui se les deux favoris. Et le bilan risque de faire la différence, même si tu dis, il y a un bilan à l'Est. Ouais. Après, si Giannis est MVP, est-ce que tu files aussi le
Mike Budenholzer, tu vois, est-ce que tu vas tout filer aux Bucks ou est-ce que tu vas un peu... Alors, je te pose la question. Alors, c'est difficile, hein, les deux sont hyper louables, mais est-ce qu'on doit récompenser un homme qui arrive et qui change plein de choses et que ça marche, ou un homme qui était déjà en place, qui change des choses et ça marche? C'est une question un peu bâtarde. Hein, Moi, tu sais que mon MVP, c'est Paul George pour le moment. Et donc, je donnerai le coach de l'année à Budenholzer. Et voilà. Enfin, plutôt quel rapport hein, quel rapport entre les deux? parce que je te dis, tu peux pas tout donner. Si Giannis est MVP, est-ce que tu vas aussi filer le coach de l'année à Budenholzer? Mais pourquoi pas? Ben, Attends, là, non mais pourquoi pas? Mais oui. tu peux aussi diluer parce que je pense que le fil à Mike Malone c'est pas un scandale non plus. C'est deux votes différents de toute manière. Donc c'est pas comme si, tu vois, pour moi, au bout d'un moment, il faut donner au meilleur. Je m'en fous que de donner des bons points, on n'est pas à l'école, on n'est pas en CP. Au bout d'un moment, il y a une équipe qui est première de NBA, certes à l'Est. Moi, je leur donne tout. Hein. Une équipe qui est deuxième à l'Ouest et qui n'a pas fait les playoffs depuis pas mal de temps. Bien sûr, mais donc, il sera deuxième dans le classement. Je vous le dis déjà en avant-première. On enchaîne avec une quatrième personne. Alors lui, il joue pas les premiers rôles dans sa conférence, mais c'est Kenny Atkinson qui, quand on parle de bon travail, eh bien lui, il se place très très haut. Alors tout à l'heure, on nous posait la question, est-ce qu'il y a déjà eu un coach français NBA? Évidemment que non. Ah bon? Il y a eu pendant les Summer League des assistants. Vincent Collet l'a fait. Ouais, Freddy Fautou qui s'est allé là-bas aussi. Mais non, pas de coach français. Encore déjà, il n'y a pas de coach. Il y a très peu ou pas de coach français à l'étranger. Il n'y a pas de coach européen non plus en NBA. Il n'y a pas de coach français en Euroleague. Il y a des mecs avant, quoi, je veux dire. Il n'y a pas de coach français en Euroleague. Donc, il y a Michel Gomez qui était allé en Grèce à l'époque, mais le coach français s'exporte pas très bien. Mais Kenny Atkinson a joué en France, c'est pour ça que je disais ça, en tant que joueur. Pareil, on parle de Mike Malone qui a bien bossé depuis 3 ans et Kenny Atkinson est clairement là-dedans. Il a bossé avant l'arrivée de D'Angelo Russell, il avait commencé à mettre des choses. L'arrivée de D'Angelo Russell lui a permis quand même d'aller un petit peu plus loin tactiquement. Et puis il a développé des jeunes, je pense à Caris LeVert notamment, je pense à Joe Harris, je pense au grand pivot aussi, Jarrett Allen. Donc voilà, je trouve ça... Il bosse bien, alors il n'a pas le bilan qui va lui permettre d'être complètement dans la course, mais c'est des mecs qu'on a à l'œil, un petit peu comme Quinn Snyder avec le Jazz. C'est des mecs qui bossent bien, voilà. Tout à fait, Kenny Atkinson, qui c'est fou, tu vois, comme quoi d'une franchise à l'autre, on a des analyses complètement différentes. Les Lakers sont à 29-30, les Nets sont à 31-30, tu vois, c'est complètement fou. Et pourtant, il y a une des deux équipes qui est comme ça en train de grimper, et l'autre qu'on a défoncé pendant un quart d'heure. C'est quand même, tu vois, c'est la lecture de la vie est quand même merveilleuse. Il y a un autre mec qu'on voulait absolument citer, c'était Nate McMillan. Alors je sais que Polo n'a pas fait de tableau dessus, mais c'est pas grave. Nate McMillan, qui, malgré la blessure de son meilleur joueur Victor Oladipo, eh bien, continue à performer et à gagner des matchs. Ça, c'est une énorme surprise. On n'en parle jamais parmi les favoris de la conférence Est. Ouais, mais j'espère qu'en tout cas, il aura des voix parce que 3e à l'Ouest, 3e à l'Est. Ils sont à 8-2 sur les 10 derniers matchs. Confirmation de la belle saison de l'année dernière. Je me souviens qu'ils étaient à un coup de sifflet ou un contre ou à ce que vous voulez de sortir LeBron au premier tour et que moi, j'ai eu l'impression l'année dernière que dans le périple de LeBron James à l'Est, c'est l'équipe qui leur avait posé le plus de problèmes. Et le plus dur, c'est de confirmer. Et cette année, ils confirment. Ils perdent Victor Oladipo et ils continuent à gagner des matchs. Et ils sont 3e de la conférence Est. Ils auront l'avantage au premier tour des playoffs et au deuxième. Ça continue, bien sûr. Bravo à eux. Et quand tu parlais tout à l'heure, pour reparler du truc des Lakers, lorsque votre meilleur joueur se blesse, eh bien l'équipe continue à gagner parce qu'elle défend, parce qu'elle a un système offensif établi et que les joueurs se retrouvent dans ce système. Et en général, tu continues de gagner. Pensez aux Spurs quand ils perdaient Tim Duncan, Ginobili ou Tony Parker. Eh bien, ils étaient en mesure de gagner des matchs même face aux belles équipes, parce que c'est important d'avoir un système offensif, mais ça on le dit tout le temps. Mais bon, la réalité de la NBA par moment, on regarde les Rockets ont battu les Warriors chez eux avec une victoire collective, sans James Harden, donc bon, tout est possible, j'ai envie de te dire. Enfin là, déjà tu vis sur le talent d'un mec, Chris Paul, même si... Ah oui, mais bon, victoire collective. Oui, d'accord, mais qui... des mecs à 25, ouais, mais c'est victoire collective. Moi, j'aime pas... tomber dans des grandes conclusions sur un match. Mais attends, personne n'a dit ça. Mais attends, la question, c'est pas est-ce qu'ils sont meilleurs. Je te dis qu'ils ont été capables de battre sans leurs meilleurs joueurs qui graillent tout. Ouais. Voilà, tu vois. Donc c'est bien de se faire des passes dans le basket. On vous le conseille d'ailleurs si vous êtes un jeune coach, n'hésitez pas à essayer de faire des passes entre coéquipiers. Voilà. On avance, cher Erwan. Tu parlais d'un mec, moi. Ah vas-y, tu parlais d'un dernier mec. C'est un mec qui lui pour le coup ne sera pas, il n'est plus déjà dans la course au coach de l'année, c'est Brad Stevens. Les Celtics sont 5e et Brad Stevens qui était dans les clous pour être meilleur coach de l'année ces 3 dernières saisons, on peut dire les deux saisons, on va pas s'enflammer, qui était pour moi peut-être le favori cette année au coach de l'année. Qui était le favori au coach de l'année. Eh ben, voilà, là, on est fin février et on peut d'ores et déjà dire qui ne sera pas coach de l'année. Je ne sais pas, pour maintenant, quelle conclusion on peut en tirer parce que peut-être qu'en playoff, son équipe l'emmènera en finale, il amènera son équipe en finale et finalement on oubliera cette saison régulière, mais c'est quand même
C'est quand même pas très bon signe pour les Celtics. Je suis d'accord. Avant l'émission, je suis allé regarder le classement l'année dernière, juste pour faire une petite comparaison. Dwayne Casey avait été donc élu. Derrière, c'était Quinn Snyder. On en parle beaucoup moins, même si ça va, hein, à Utah. Quinn Snyder, pas dans la course, on est d'accord. Brad Stevens avait été 3e. Brett Brown à Philadelphie avait été 4e. Mais lui non plus, je pense qu'il va finir hors du top 5. Mike D'Antoni est un 5e. C'est difficile de placer Mike D'Antoni. Hein. Ouais, ouais. Nate McMillan, Terry Stott à Portland, on n'a pas parlé, mais juste un mot, ils sont encore 4e, 3e de la conférence Ouest. Attends, je vérifie. Ils sont 4e de la conférence Ouest, 36-23. C'est une équipe dont très peu de gens parlent, mais Portland, on en parlera, je pense, un mardi, un peu longuement. Mais cette équipe de Portland est bluffante. Terry Stott au coaching est bluffant de régularité dans les victoires. Clairement. Moi, je me souviens, il y a 5 ou 6 ans, j'avais dit que ça allait être lui le premier coach viré de la saison. Oui, je me souviens. Il est toujours en place. C'est la première année de First Team. Il envoie toujours ses équipes en play-off, avec plus ou moins de réussite selon les années. Mais voilà, c'est une équipe très sérieuse et très solide. Très bien. Et donc bien coachée. Et donc bien coaché. Dans les commentaires, vous n'hésitez pas à nous dire quel est pour vous le coach de l'année. On va partir sur le 3e sujet. Et attention, sujet fleuve, sujet incroyable, sujet all-time. Qui est le meilleur joueur à ne pas avoir gagné de bague ?